Cette histoire commence en nous rappelant comment le monde est passé de réunions professionnelles ennuyeuses au chaos total. Sur un toit, notre mystérieux nouveau protagoniste se demande si les gens applaudiraient ou hureraient son souhaite-mort. Dominant la ville, une tour ridiculement haute irradie une énergie démoniaque de haut rang, vraiment sinistre. En inclinant son chapeau avec un sourire narquois, il semble bien trop excité par ce jeu de vie ou de mort contre les démons. Son visage est révélé, et oui, il appelle tout ce conflit apocalyptique un jeu amusant. L'histoire fait ensuite un saut d'un an en arrière quand des donjons ont commencé à apparaître aléatoirement sur le globe. De ces donjons ont jailli des monstres qui riaient des armes modernes, plongeant le monde dans une anarchie totale. Et dans un retournement de situation choquant, cet apocalypse n'était qu'une copie conforme d'un MMO populaire. Génial. Pour riposter, les gens ont commencé à s'éveiller en tant que joueurs, obtenant des classes de jeu dans la vraie vie. Ces nouveaux héros ont formé des guildes, utilisant leurs classes uniques pour enfin combattre efficacement. Cela nous amène au raid actuel contre le démon de haut rang Balzafar, une sacrée ordure. Une équipe de la guilde platine choisit la brillante stratégie de « tout le monde attaque en même temps ». Leur mage de feu vend déjà la peau de l'ours, rêvant d'un rang de guilde supérieur et d'un barbecue de victoire. Ce guerrier charge avec une lance tandis que la mage lance une énorme boule de feu sur le démon. Et le boss démon arrête simplement leur attaque ultime d'une main, à peine, sans effort. Ce barbecue de victoire est officiellement annulé alors que l'explosion d'énergie violette du démon se rapproche d'elle. Son attaque porte, ravageant complètement la ligne de front et projetant les joueurs partout. Adieu la promotion, deux de leurs plus forts sont mis hors de combat instantanément. Leur chef n'arrive même pas à réaliser qu'ils se sont fait balayer par une seule attaque. Balzafar baisse les yeux, décidant qu'il est plus amusant de jouer avec sa nourriture que de les tuer directement. Balzafar n'a pas fini, tissant nonchalamment un autre sort d'un simple mouvement de poignet. Soudain, le chef de guilde se retrouve dans un paysage volcanique infernal, complètement hébété. Debout sur une falaise qui s'effrite, il panique légitimement à propos de ce nouveau lieu de vacances. Ce démon apparaît alors 10 fois plus grand que nature pour livrer un discours de méchant classique sur la stupidité humaine. Le monologue interne de notre guerrier active le bouton panique. Oui, c'est l'anéantissement total de l'équipe. Mais juste à ce moment-là, un nouveau joueur mystérieux déambule tranquillement sur la scène en fredonnant un air. Il complimente Balzafar sur l'illusion, donnant en gros 5 étoiles à son tour de passe-passe mental. En ajustant son chapeau avec un sourire, la confiance de ce type est soit légendaire, soit suicidaire. Balzafar semble sincèrement surpris qu'un simple insecte ait vu clair dans sa grande performance. D'un claquement de doigts, l'illusion se brise et ils sont tous de retour dans la salle du trône. Les jeux d'esprit sont terminés. Ce chef de guilde est encore sous le choc, en sueur à cause de la puissance pure de cette attaque mentale. Il repère enfin le nouveau venu, se demandant comment ce type aléatoire a pu se téléporter dans une salle de boss. Pendant ce temps, notre gars admire simplement le butin, traitant le repère du démon comme une boutique d'antiquité. Il commence même à toucher au décor, se demandant s'il peut jouer avec les jouets de haut niveau du démon. Sa chasse au trésor est écourtée lorsqu'il détecte une énorme poussée d'énergie démoniaque à proximité. Oups, c'est un orbe sombre pulsant, la source du pouvoir du démon, posé simplement sur un piédestal. Ce guerrier finit par craquer lui criant d'arrêter de faire du tourisme là où des niveaux 200 se font massacrer. En inclinant son chapeau avec un sourire, la philosophie du gamin est simple, plus ça empire, plus on doit s'amuser. Balzafar monte en puissance, exigeant que les humains fragiles le divertissent davantage avec leur lutte futile. Et pour lancer les choses, il invoque une éruption volcanique littérale pour les réduire tous en poussière. Le sort de volcan de Balzafar brûle la terre, et la seule réaction du guerrier est « il fait un peu chaud ». Pendant que le guerrier transpire, notre gars dissèque simplement calmement le tour de magie du démon. Ramassant un morceau de débris, il explique que le volcan n'était qu'une illusion tape à l'œil pour cette simple attaque rocheuse. De retour dans la salle du trône, le gamin confirme que Balzafar les force simplement à voir ses faux semblants. Avec un sourire narquois, il identifie la source du pouvoir du démon comme un héritage sombre, un objet de haut niveau. Ce seigneur démon a l'air sincèrement énervé qu'un gamin aléatoire ait exposé tout son numéro. Ennuyé par les jeux d'esprit, Balzafar charge une énorme boule d'énergie pour les effacer tous. Notre gars sourit simplement, décidant que si le démon veut jouer, il est plus qu'heureux de participer. Activant une compétence appelée esprit ludique, il décide de voir ce que le jouet du démon peut vraiment faire. Soudain, la pièce est remplie de clones de lui, défiant le démon à un jeu de cache-cache. Balzafar est complètement stupéfait. Cet humain n'a pas seulement résisté à son pouvoir, il l'a piraté. Sa solution est simple, si tu ne trouves pas le vrai, bombarde tout. Une énorme boule d'énergie violette se forme au-dessus, menaçant d'anéantir toutes les copies d'un coup. Ce démon libère un faisceau massif, une attaque capable de nettoyer l'écran pour mettre fin à ce petit jeu. Ça touche, et chaque clone se désintègre, mais il n'était de toute façon que des leurs. Le vrai MC apparaît juste à côté du guerrier, demandant avec suffisance qui s'est fait avoir par l'illusion.
Notre gars explique ensuite les mécaniques du boss, les gros sorts ont besoin d'un temps de recharge, d'où toutes les illusions bon marché. Balthazar Boudrage ayant été complètement surclassé et exposé par un humain fragile. Et juste au moment où le guerrier se prépare à combattre, notre gars mentionne nonchalamment qu'il a oublié d'apporter une arme. Sans attendre de réponse, il décide simplement d'emprunter la lance du guerrier, qui commence à briller intensément. Sa compétence mimétisme crée instantanément une copie parfaite de la lance du guerrier. Puis il active Dé divin, une compétence qui lance un dé pour un effet aléatoire et chaotique. Ce dé doré tourne et verrouille son pouvoir, prêt à surcharger son prochain mouvement. Avec la lance copiée en main, il se prépare à un lancer avec une précision terrifiante. Il donne un joyeux attention au démon avant de lancer son attaque. Quel type sympa. Cette lance fuse dans les airs, brillant d'une quantité insensée de puissance empruntée. Elle fracasse directement le cercle magique défensif de Balthazar sans même ralentir. Ce démon est empalé en plein cœur, complètement pris au dépourvu par l'attaque. Balthazar regarde en bas avec une incrédulité totale, furieux d'avoir été éliminé par une simple ruse. Notre gars reste juste là à avoir l'air cool pendant que le sang du démon dégouline d'en haut. Avec un sourire suffisant, il dit que tout le combat en illusion était assez divertissant. Ce guerrier est sans voix, réalisant que ce type ne faisait pas que s'amuser, il a soloté le boss. Il se demande quel genre de classe ridiculement surpuissante ce gamin pourrait avoir. Une fenêtre d'état révèle la réponse et c'est encore plus déroutant, bouffon. Ce guerrier n'a jamais entendu parler d'une telle classe, ce qui semble être tout le principe. Nous revenons ensuite à un homme seul dans un bureau sombre, fixant un écran. C'était la vie passée de notre MC, un esclave d'entreprise qui ne savait rien de ce qu'était s'amuser. Ses yeux ont l'air complètement morts, un contraste total avec le joueur chaotique qu'il est maintenant. Mais après son éveil, il a décidé que c'est son histoire, jouée à sa manière à travers chaque donjon. Cette scène coupe sur un immeuble d'appartements calme 1 an plus tôt, plantant le décor de son origine. Dans sa vie passée, ses journées n'étaient que d'interminables clics de clavier abrutissants. Voici Yuma Anno, l'air aussi ravi qu'un homme en route pour un contrôle fiscal. Son patron, Totsuka, entre en furie, exigeant de savoir pourquoi Anno ne rayonne pas d'une joie corporative pure. Totsuka devient tactile, le traitant de parasite inutile pour ne pas avoir atteint son quota impossible. Anno essaie de se défendre, mais la brillante solution de son patron est de lui voler ses week-ends aussi. Le style de gestion de ce type n'est qu'une insulte verbale à haut volume du matin au soir. Et notre gars Yuma Anno, 25 ans, doit juste rester assis là et encaisser. Sa seule évasion de ce cauchemar éveillé était un petit jeu appelé Vanaheim Online. C'était un phénomène mondial, accrochant des millions de joueurs avec son monde fantastique. L'attrait principal de ce jeu était son cadre mythologique et ses PNJ qui semblaient incroyablement réels. De plus, il y avait des donjons profonds et stratégiques qui exigeaient vraiment d'utiliser son cerveau. Mais pour Anno, le meilleur était l'incroyable variété de classes et de builds de personnages. Pour un gars dont la vie était un tableur, ce jeu était le seul endroit où il se sentait vivant. Ici, il n'était pas un drone d'entreprise, il était un héros terrassant des monstres épiques. On le voit dans son élément, coordonnant un raid nocturne avec ses copains en ligne. Et regardez ce visage, c'est le premier sourire sincère que nous ayons vu de lui dans tout ce flashback. Il souhaite que ces nuits de jeu durent toujours, mais le monde réel attend toujours. Puis au travail, Totsuka mentionne nonchalamment qu'il a vu Anno jouer pendant le week-end. Oups, le sang d'Anno se glace quand il réalise que son patron psychopathe joue au même jeu. Totsuka exige alors son téléphone, volant son compte et son dernier lambeau de bonheur. Totsuka sourit, disant qu'Anno n'aura plus besoin de ces précieux objets de jeu, quel type serviable. Anno craque complètement, le suppliant de prendre tout sauf la seule chose qui lui apporte de la joie. Mais Totsuka ne vole pas seulement le compte, il le supprime juste devant lui, brisant tout le monde d'Anno. Ce choc est si immense que sa mémoire de l'événement s'efface complètement. Plus tard cette nuit-là, son téléphone explose de messages de ses compagnons de guilde demandant où il est. Allongé dans son lit, complètement brisé, Anno souhaite juste que le monde entier disparaisse avec son compte. Le lendemain matin arrive, brisant son désespoir avec la dure réalité d'une autre journée de travail. D'une manière ou d'une autre, il se traîne encore au bureau, son esprit répétant machinalement esclave corporatif. Sa seule pensée est d'atteindre son quota, parce que la seule chose pire que ça, c'est ça avec une baisse de salaire. Mais en entrant, quelque chose semble incroyablement bizarre, le sortant de sa torpeur. Ce bureau s'est transformé en un donjon massif éclairé par des torches, ce qui n'est pas dans le manuel de l'entreprise. Il sprinte immédiatement vers la sortie, mais la porte géante est verrouillée, le piégeant à l'intérieur. Puis il réalise, cette porte est une copie exacte de celle de Vanaheim Online, le jeu qu'il vient de perdre. Un bruit soudain derrière lui le fait se retourner, réalisant qu'il n'est vraiment pas seul ici. Et voilà, un Glenfang, un monstre de bas niveau du jeu, maintenant très très réel. Avant même de pouvoir traiter cela, la créature se jette droit sur lui, avec une vitesse terrifiante. Elle le lacère en travers de la poitrine, et la douleur est immédiate et choquante.
Fixant son propre sang, Anno réalise que ce n'est pas un cauchemar, il a vraiment été blessé. Ses instincts de survie s'activent enfin, lui disant de courir ou de devenir de la pâtée pour monstre. Et ainsi commence la poursuite pathétique, un salarié en costume fuyant un rat démon. Courant pour sa vie, Anno atteint une bifurcation, un trope de donjon classique. Sans tant d'hésitation, il choisit un couloir au hasard et fonce. Il s'effondre enfin derrière une porte barrée, pensant être en sécurité pour un court instant. Mais alors il réalise que la porte est une copie parfaite de celle de Valheim Online. Et cela signifie que le rat baveux qui le poursuit est aussi très réel. Le cerveau d'Anno connecte enfin les points. Les donjons du jeu sont maintenant sa réalité. Son esprit court, essayant de traiter ce développement qui brise le monde et ruine son costume. Soudain, un rayon de lumière révèle un livre mystérieux posé sur un piédestal. Anno se retrouve debout devant lui, complètement déconcerté par ce soudain changement de décor. Il s'intitule « Les 1000 nuits de jeu de Ludion », ce qui semble bien plus amusant que sa situation actuelle. Il le reconnaît comme un journal de PNJ rare du jeu, dont il n'a jamais entendu parler. En l'ouvrant, il voit que ce personnage aimait apparemment faire du ragoût de poison avec des sorcières, et partir à la pêche avec des monstres pour attraper de sacrés spécimens, et même se faire bannir d'une guilde de voleurs pour avoir triché aux cartes, quelle légende. Contre toute attente, Anno laisse échapper un petit rire. Il est sincèrement ravi de voir à quel point la vie de cette personne était libre et absolument scandaleuse. C'est un contraste frappant avec sa propre existence pathétique à se faire engueuler par son patron, Totsuka. En regardant à nouveau les illustrations sauvages, il ressent une profonde pointe de jalousie. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il souhaite pouvoir vivre avec ce genre de liberté. Et à ce moment de désespoir pur, le livre commence à briller d'une brillante lumière dorée. Ce livre flotte soudainement dans les airs, baignant Anno dans une lumière sainte qui change la donne. Il est complètement stupéfait alors que la plaie sur sa poitrine commence à étinceler et à se refermer. Une vague d'énergie dorée l'envahit, son corps brûlant littéralement d'un pouvoir de guérison. En un éclair, son triste costume corporatif disparaît, remplacé par une tenue de bouffon. Les yeux d'Anno s'écarquillent de réalisation. Il n'est plus un salarié, il est un joueur. Ses statistiques apparaissent, révélant une classe dont il n'a jamais entendu parler, bouffon, avec des compétences vraiment chaotiques. Juste au moment où il traite cela, la porte derrière lui commence à trembler comme une folle. Et bien sûr, ce petit rat d'avant a réussi à le traquer jusqu'ici. Maintenant joueur, il réalise qu'il peut riposter, mais il n'est pas armé, ce qui est un léger problème. Ce problème devient beaucoup plus gros quand le monstre fracasse la porte. Anno sait que c'est quitte ou double, il n'y a pas d'échappatoire possible. Mais si ce monde suit vraiment les règles de Valheim Online, personne ne connaît le jeu mieux que lui. Avec une nouvelle confiance, il déclare qu'il peut totalement le faire, ses nouveaux pouvoirs tourbillonnant autour de lui. Son petit harceleur à fourrure le fixe depuis les décombres, prêt pour le deuxième round. Réfléchissant vite, Anno fracasse le sol en pierre, ramassant une poignée de cailloux comme arme. Il se prépare ensuite et lance un minuscule caillou sur la bête qui charge, un début de combat vraiment terrifiant. Ce Glenfang avance, complètement impressionné par son attaque à base de cailloux. Soudain, une pointe de roche acérée jaillit du sol, volant juste à côté de son caillou. Anno sourit, admettant qu'un minuscule caillou ne fera pas de gros dégâts tout seul, bien sûr. Mais il lui en reste une poignée, et un plan se forme clairement. Il décharge le reste de ses cailloux, et chacun d'eux atterrit comme un coup critique. Anno sourit alors que le monstre s'effondre, sachant que sa statistique de chance ridiculement élevée paierait. Son écran d'état le confirme. La chance est sa statistique principale, rendant les coups critiques presque garantis. Sur le sol brisé, il attrape un fragment de roche tranchant, obtenant un bonus d'attaque de +2, petit mais crucial. Armé de son nouveau surin de prison, il se précipite pour en finir avec cette chose. Il plante la pierre droite dans le visage du monstre pour un dernier coup critique décisif. Et tout comme dans le jeu, le Glenfang se dissout dans une douche de particules dorées. Anno célèbre son premier kill, recevant immédiatement une douce notification « Niveau supérieur ». Ses stats reçoivent un joli petit boost, surtout sa chance, qui monte en flèche. Sentant ce nouveau pouvoir, il est enfin convaincu qu'il peut réellement survivre à ce cauchemar. Maintenant, son seul objectif est de trouver la sortie et de se tirer de ce bureau donjon. Il réalise rapidement que le seul moyen de sortir est par le portail du boss qui attend au bout du couloir. Mais alors qu'il s'approche, une autre personne est déjà là, un gars en armure bleue. Et ce type a le sourire le plus effrayant et le plus insupportable que j'ai jamais vu. Anno explique qu'il a gagné quelques niveaux en combattant d'autres rats en chemin. Après en avoir tué des milliers dans Valheim Online, leurs schémas d'attaque sont basiquement de la mémoire musculaire. Il atteint enfin la salle du boss, prêt à affronter tout ce qui l'attend à l'intérieur. Soudain, une voix étrangement familière appelle son nom, l'arrêtant net dans son élan. Cet homme en armure le provoque, disant qu'il semble bien se débrouiller. Le visage d'Anno se vide de toute couleur quand il réalise qui c'est, son patron psychopathe, Totsuka.
Totsuka explique nonchalamment qu'il est aussi venu travailler, mais il apprécie tout ce truc de donjon. Il est déjà un guerrier de niveau 6, se vantant fièrement de la facilité de grinder sur des monstres faibles. Anno fixe avec horreur, réalisant que son cauchemar de la vie réelle l'a suivi dans celui de son fantasme. Donc Totsuka expose son plan brillant. Anno sera l'appât pendant qu'il surgit pour le kill. Notre gars est naturellement confus par ce travail d'équipe, mais son patron commence une autre de ses charmantes leçons. C'est la même vieille histoire. Quand le patron donne un ordre, l'esclave corporatif obéit. Et pour vraiment faire passer le message, Totsuka lui donne un coup de pied qui l'envoie droit dans la salle du boss. Anno tombe dans les ténèbres alors qu'une ombre massive plane sur lui, promettant une très mauvaise journée. Eh oui, c'est le grand frère d'un Glenfang, plus laid et extrêmement en colère, prêt pour un casse-croûte. Cette bête pousse un rugissement assourdissant, clairement pas fan des invités non invités dans son donjon à meurtre. Elle donne immédiatement un coup de griffe d'énergie massive, forçant Anno à plonger pour sauver sa peau. Pendant ce temps, Totsuka se détend, lui disant de se faire manger plus vite pour que le monstre se calme. Quel joueur d'équipe! La queue de ce monstre fouette, un flou de mort violette visant droit notre gars. Anno est absolument terrassé par l'attaque, envoyé voler à travers le sol en pierre froide. Allongé là, impuissant, il est convaincu que c'est la fin, qu'il va juste mourir pour son patron psychopathe. Mais juste alors, une lumière mystérieuse brille alors qu'une voix décide que ce crash ferroviaire est trop triste à regarder. Les yeux d'Anno s'écarquillent d'incrédulité, une lueur d'espoir se reflétant dans son regard pour la première fois. Un fouet doré d'énergie pure descend d'en haut, crépitant d'une puissance sérieuse. Soudain, un aventurier à l'air légendaire apparaît, traitant Anno comme l'un des élus, vous savez. Anno lève simplement les yeux, complètement déconcerté, demandant qui est ce type. Cet esprit aventurier mystérieux lui dit que son passé n'a aucune importance. Il est un joueur maintenant, il se présente comme Ludion et propose de prêter sa force à Anno pour qu'il puisse enfin s'amuser. Pendant ce temps, Totsuka est adossé à un mur, complètement déconcerté par la pause soudaine dans l'action. Il vient de remarquer que le monstre boss a cessé de bouger et qu'Anno reste là, immobile. Totsuka perd totalement les pédales, criant à Anno de se dépêcher de se faire dévorer, un vrai leader inspirant. Mais quelque chose a complètement changé dans l'attitude d'Anno. Avec ses yeux jaunes luisants, il défie son ancien patron avec une nouvelle confiance terrifiante. Totsuka est visiblement stupéfait par ce soudain regain d'assurance chez son paillasson préféré. Anno sourit, déclarant qu'il n'est absolument plus le subordonné de Totsuka. L'esprit de Ludion réapparaît, lui disant qu'il est temps d'apprendre à bien utiliser une compétence. Ça tombe à pic, car le monstre géant saute pour l'écraser. D'un claquement de doigts décontracté, Ludion active l'une des nouvelles capacités de bouffon d'Anno. Une petite étoile de lumière jaillit et frappe la bête massive en plein milieu de la poitrine. Ce monstre est totalement sous le choc, son attaque s'arrêtant net dans son élan. Et en un éclair, le boss géant rétrécit pour devenir une version miniature, avec Anno sur le dos. Ludion explique que cette compétence donne à Anno l'apparence d'un bébé Glenfang, une illusion parfaite. Ce boss monstre minuscule le regarde avec une confusion totale au lieu de vouloir le dévorer. Il pointe même une griffe vers Totsuka, disant pratiquement à Anno d'aller s'occuper de lui. Anno hésite une seconde, sa programmation d'esclave d'entreprise étant encore bien ancrée. Mais Ludion lui rappelle que les titres n'ont aucun sens ici, Totsuka n'est qu'un pion de plus. La voix de Ludion perce le bruit, disant à Anno que sa véritable aventure commence maintenant. Avec un sourire confiant, Anno finit par accepter, il n'est pas un drone d'entreprise, il est un joueur. Il plante fermement ses pieds au sol, un homme renaissant dans des bottes très élégantes. Se tournant vers son tourmenteur, il déclare qu'à partir de maintenant, il vivra libre. Totsuka évidemment continue de lui hurler de se dépêcher de mourir pour l'équipe. Mais Anno pointe simplement le doigt, l'informant calmement que leur relation professionnelle est terminée. Son patron perd totalement la tête, menaçant de lui faire une mauvaise évaluation en plein donjon. En réponse, Anno canalise son nouveau pouvoir de bouffon, une boule d'énergie chaotique se forme. Il libère sa compétence bluff, une petite ruse méchante qui altère la perception d'une cible. Une onde de lumière désorientante frappe Totsuka, qui n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Le visage de ce type se déforme immédiatement dans une terreur pure alors que l'illusion prend le dessus. Parce que dans son esprit, il se retrouve soudain face à son propre patron tyrannique. Ce boss fantôme commence à lui hurler dessus à propos du travail, déclenchant tous ses traumatismes. Totsuka redevient instantanément un lèche-bot bégayant, complètement brisé par cette vision. Il essaie même de faire porter le chapeau à Anno tout en mendiant désespérément une bonne évaluation. C'est alors que le vrai monstre boss lui tape sur l'épaule avant de lui asséner un coup puissant. Totsuka est littéralement propulsé à travers la pièce par l'énorme poing du Glenfang. Son épée glisse sur le sol, le laissant complètement sans défense. Anno observe simplement, soulignant que même maintenant, Totsuka ne se soucie que de sa propre peau.
Maintenant, c'est l'ancien boss qui est acculé et impuissant face à un monstre. Quel retournement de situation. Totsuka hurle à la mort alors que le Glenfang se profile au-dessus de lui, prêt à attaquer. Mais Anno s'interpose, déclarant qu'il ne laissera pas son ex-patron mourir. L'esprit de Ludion est absolument ravi, impressionné par ce soudain changement de caractère. Et juste comme ça, Totsuka s'effondre en larmes, suppliant Anno de sauver sa peau. Anno lui lance juste le regard le plus froid, lui disant de déguerpir et de ne plus jamais se montrer. N'ayant pas besoin qu'on le lui dise 2 fois, Totsuka s'enfuit, un vrai leader jusqu'au bout. Le poids mort écarté, Anno se retourne vers le boss, prêt à finir ce combat pour de bon. Il fonce droit sur la bête massive, épée levée pour le coup de grâce. Avec un cri de guerre retentissant, il verse toute sa nouvelle puissance dans une frappe décisive. Une brillante entaille d'énergie dorée traverse le Glenfang, le vaporisant instantanément. Ludion lui fait un petit signe d'approbation alors que le message boss vaincu apparaît. Il obtient un énorme gain de niveau, débloque une compétence mimétisme et termine officiellement le donjon. Un portail de lumière scintillante apparaît au bout du couloir en pierre, lui montrant la sortie. En traversant, il se retrouve dans une rue normale. Le cauchemar semble terminé. Anno pousse un énorme soupir de soulagement, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Mais ses yeux s'écarquillent soudainement, reflétant quelque chose qui n'aurait pas dû être là. En levant les yeux, il voit d'étranges créatures ailées survolant les gratte-ciel du centre-ville. Un écran d'information géant sur un immeuble confirme le pire, c'est un événement royal. Le journal rapporte que des monstres et des donjons sont apparus partout dans le monde, comme dans un jeu. Pire encore, un nouveau continent a émergé, peuplé de monstres que personne n'avait jamais vus. Le reste du monde, lui, est en plein effondrement face à cet apocalypse. Les gens paniquent dans les rues, se demandant ce qui arrive à leur réalité. Mais Anno, vêtu de sa nouvelle tenue de bouffon, trouve que la situation devient intéressante. L'esprit de Ludion apparaît, le félicitant d'avoir enfin l'air du héros qu'il est censé être. Anno profite enfin de l'occasion pour poser la question qui tue. Qui est cet homme exactement? D'un clin d'œil, l'esprit se présente comme Ludion, un humble bouffon, rien de plus. Le cerveau d'Anno court-circuite en réalisant que Ludion est l'auteur du guide de jeu qu'il possède. Son guide spirituel lui dit juste d'arrêter de s'inquiéter et de profiter, lui demandant ce qui suit. Anno prend donc un moment pour scruter l'horizon de la nouvelle ville infestée de monstres. Ses yeux se posent sur une tour familière, un donjon qu'il connaît bien grâce au jeu. Un sourire malicieux se dessine sur son visage alors qu'une idée brillante et probablement terrible émerge. Il déclare qu'il sait exactement quoi faire et se dirige droit vers l'entrée d'un donjon lumineux. À l'intérieur se trouve un coffre, attendant derrière de grandes portes que quelqu'un vienne le chercher. Avec une statue de déesse qui veille, son ombre suggère qu'il est sur le point de faire un coup pendable. Il est de retour à l'entrée du donjon tutoriel qu'il vient tout juste de terminer. Ludion est compréhensiblement confus, demandant pourquoi ils sont revenus à la zone de départ. Anno explique qu'il y a une salle secrète ici, contenant un trésor très spécial. C'est le trésor secret de la déesse, et l'intérêt de Ludion est officiellement piqué. C'est un coffre légendaire que, dans le jeu, personne n'a jamais pu ouvrir. Et maintenant, notre gars est déterminé à s'approprier cet objet légendaire impossible à obtenir. Avec un sourire suffisant, Asno annonce qu'il a trouvé comment forcer ce coffre au trésor impossible. Ludion est partant, lui disant de se lâcher et de traiter le monde comme son terrain de jeu. Et sur ce conseil stellaire, l'esprit guide annonce qu'il fait la sieste. Un mentorat au sommet. Anno soupire, déjà habitué à ce que son compagnon fantôme apparaisse et disparaisse comme il veut. Il se retrouve donc à l'entrée du labyrinthe des débutants, prêt pour une deuxième manche. Devant l'imposante statue de la déesse, il se prépare à refaire tout le tutoriel. Une projection lumineuse de la déesse apparaît, l'accueillant comme le héros destiné à protéger le monde. Notre gars reconnaît immédiatement le dialogue. C'est le même script que l'ouverture du jeu. Elle poursuit son discours préenregistré, lui disant de se frayer un chemin jusqu'à la sortie. Cette déesse offre ensuite sa bénédiction avec un geste chaleureux. Pendant un instant, Anno est sincèrement impressionné, admettant qu'elle a l'air divine en personne. Mais l'admiration retombe vite alors qu'il incline son chapeau, prêt à sauter les politesses. Alors qu'elle explique l'écran de statut, Anno passe devant elle, ignorant le tutoriel. Visiblement agacée, elle lui demande de faire au moins semblant d'écouter ses instructions. Essayant de reprendre son script, elle lui dit d'ouvrir le coffre pour voir qu'il l'a déjà fait. Il sort une autre épée en cuivre basique, se plaignant du butin en double pendant qu'elle exige de la gratitude. Soudain, un monstre de tutoriel apparaît, mais la déesse ne bronche même pas. Elle annonce calmement qu'un ennemi est apparu, comme si ça faisait partie du spectacle. C'est un minuscule élémentaire de feu, et elle lui dit de se préparer pour son premier combat. Anno élimine la chose sans réfléchir, laissant la déesse souhaiter qu'il ait au moins peiné un peu. Cette déesse essaie de reprendre son tutoriel, le félicitant pour sa victoire. Anno reste là, l'ignorant totalement, car il a un bien meilleur plan en tête. Avec une poigne ferme sur son épée, il se prépare à briser complètement la séquence du jeu. Un coup d'épée massif déchire le mur du donjon, à sa grande stupéfaction.
Notre gars continue de frapper, déterminé à causer un maximum de dégâts matériels. Des faisceaux d'énergie verte sculptent l'architecture sacrée, ce qui n'est pas dans le script. Cela provoque enfin une réaction. La déesse est furieuse, hurlant de s'arrêter. Anno sourit, pensant qu'en la poussant un peu plus, il obtiendra ce qu'il veut. Son but est de déclencher sa transformation en boss de niveau 0, la déesse de la colère noire. Et ça marche, sa rage commence à la transformer en cette même déesse sombre. Il note même à quel point elle ressemble au boss de son guide, le plan est parfait. D'après ses recherches, vaincre cette forme lui fait lâcher un objet très spécifique. Cet objet est la couronne d'épines, la seule et unique clé de la salle du trésor scellé. Tout s'éclaire, la prison éternelle du jeu était ce donjon tutoriel depuis le début. Se tournant vers elle avec un sourire en coin, il lui demande si elle connaît ce coffre spécial. Elle essaie de faire comme si de rien n'était, mais le mal a fait. Alors Anno donne un nouveau coup d'épée, décidant d'accélérer le processus lui-même. Un sourire terrifiant se dessine sur son visage alors que les ténèbres prennent le contrôle. Elle se transforme complètement, hurlant après lui, désormais une silhouette couronnée et sombre. Anno n'est pas décontenancé, son sourire confirme que le boss caché est apparu comme prévu. Il faut croire qu'être un PNJ de tutoriel pour l'éternité rend un peu homicide. Avec des yeux rouges luisants, elle rugit qu'il ne peut pas l'énerver et repartir comme ça. Elle bondit avec un cri furieux, prête à le mettre en pièces. Anno parvient à peine à parer sa main griffue avec son épée, des étincelles volent partout, mais la force du coup le fait glisser en arrière sur le sol en pierre. Même lui doit admettre qu'elle est bien plus coriace que prévu pour son niveau actuel. Ses griffes démoniaques vibrent littéralement de l'intention de tout déchiqueter. Avant qu'il ne puisse récupérer, elle est de nouveau sur lui, attaquant avec une vitesse aveuglante. Il réalise trop tard qu'il n'est pas assez rapide pour esquiver celle-là. Une estafilade brutale lui déchire la poitrine, faisant jaillir le sang. Son épée est éjectée, le laissant totalement sans défense. Cette déesse adore ça, ricanant sur le temps qu'elle a passé à attendre de libérer les enfers. Apparemment, elle a fait tourner ce tutoriel plus de 87 millions de fois. Une sacrée origine de méchant. Pensant avoir gagné, elle regarde là où devrait être son corps, qualifiant le combat de serré. Sauf qu'Anno n'est pas là et elle se demande où il est passé. Notre gars est debout, parfaitement indemne, à quelques mètres, tenant sa couronne et créditant son talent bluff. Il l'a, la couronne d'épines, la clé légendaire pour laquelle il est venu. Elle est complètement stupéfaite, touchant sa tête et exigeant de savoir quand il l'a volée. Anno lui lance le sourire le plus troll et suffisant qu'on puisse imaginer. Puis il s'étire, déclarant que le combat était plutôt amusant. Quel phénomène! Anno fait un dernier sourire provocateur à la déesse, annonçant qu'il vient pour son trésor secret. Avec la clé en main, il marche vers les portes scellées à l'arrière de la salle. Cette couronne d'épines commence à luire, réagissant à l'ancienne serrure. Et juste comme ça, les portes géantes s'ouvrent dans un nuage de poussière. Notre gars est absolument ravi, criant que son plan ridicule a réellement fonctionné. Ses yeux s'écarquillent, reflétant le prix légendaire qui l'attend à l'intérieur. Un coffre au trésor orné est là, criant pratiquement qu'il contient du butin de haut niveau. Il s'approche du trésor secret de la déesse, se demandant quel objet unique s'y trouve. En tendant la main, il ouvre enfin le couvercle pour réclamer sa récompense durement gagnée. Il obtient l'anneau de bénédiction de la déesse, un objet de soin complet, essentiellement une vie supplémentaire. Anno perd la tête de joie, célébrant le fait d'avoir brisé le jeu pour un objet légendaire. Mais alors qu'il admire son nouveau bijou, il remarque quelque chose d'étrange. En regardant à travers l'anneau, il voit quelque chose qui ne devrait absolument pas être là. Pendant ce temps, dans le hall principal, la déesse est évanouie sur le sol. Elle commence à bouger, gémissant alors qu'elle reprend lentement ses esprits. En s'asseyant, elle est complètement désorientée, se demandant où elle se trouve. Ses yeux brillent encore alors qu'elle essaie de rassembler ses souvenirs. Elle se rappelle avoir perdu le contrôle face à sa rage, puis regarde les dégâts, seule pour constater une scène qui la laisse complètement perplexe. Parce qu'Anno est là, à se détendre dans sa fontaine sacrée, en lui faisant un petit signe de la main. Cette déesse perd la raison, lui criant dessus pour avoir profané sa fontaine. Anno, lui, profite juste d'un bon bain, admettant qu'il a toujours voulu essayer de nager ici. Son cerveau, embrumé par la rage, remarque enfin que la porte de la salle du trésor est grande ouverte. Elle voit toute la scène bizarre, lui dans le bassin et le piédestal vide. Mais elle remarque le coffre au trésor, assis exactement là où il doit être, intact. En l'ouvrant, elle trouve l'anneau toujours à l'intérieur, ce qui la laisse perplexe face à ses motivations. Notre gaz explique simplement qu'il a pensé que c'était son trésor personnel, alors il l'a laissé. Il a vu à quel point c'était vieux, mais entretenu, réalisant que ça comptait plus que du simple butin. Cet acte de gentillesse court-circuite complètement la déesse, la laissant sans voix pour une fois. Un souvenir fait surface d'une époque plus heureuse, avec deux autres déesses dans un temple. Il s'avère que l'anneau était une relique divine, spécialement conçue pour elle. Un ensemble assorti pour célébrer leur amitié et le lien qu'elles partageaient. Toutes les trois portaient les anneaux comme symbole de leur connexion puissante. Et un sourire chaud et sincère traverse son visage dans le flashback, relique d'une joie oubliée.
Elle rêvait de voyager ensemble, libre et non entravée par le devoir. À l'époque, elle portait cet anneau chaque jour, dansant dans les champs avec ses amis. Mais dans le présent, elle explique qu'elle l'a scellé, sentant qu'elle avait perdu le droit de le porter. Elle croyait vraiment qu'elle ne remettrait plus jamais ce symbole de son ancien moi. Anno fait alors le lien, demandant si elle est coincée à diriger ce tutoriel pour toujours. Il comprend parfaitement, comparant son travail éternel à sa vie passée d'esclave d'entreprise. Cette déesse le regarde, complètement bouleversée par cet acte de gentillesse soudain. Anno, toujours en train de tremper dans sa fontaine, lui dit qu'elle a le droit de s'amuser pour une fois. Il commence même à réfléchir pour elle, suggérant d'ajouter des passages secrets ou de s'éclipser. Notre gars hausse les épaules, lui disant de faire ce qu'il faut pour briser la monotonie. Avec un sourire étonnamment doux, il dit qu'elle n'est pas obligée d'être enchaînée ici pour toujours. Cette idée de liberté semble la frapper fort, laissant le PNJ éternel complètement abasourdi. Un sourire sincère apparaît enfin tandis qu'elle acquiesce doucement avec lui. Et dans un retournement de situation choquant, elle lui offre l'anneau pour lequel il s'est battu. Il est totalement confus alors qu'elle place le précieux objet dans sa main, insistant pour qu'il le prenne. Avec une expression chaleureuse, elle le remercie de l'avoir aidé à se souvenir de quelque chose d'important. Désormais bien équipée, Anno promet de revenir lui rendre visite un jour. Elle le met en garde contre les ennemis à l'extérieur, ce qui l'amène à se demander pourquoi le monde est si bizarre. En regardant par la porte massive, elle admet qu'elle n'en a absolument aucune idée. Il s'avère qu'elle a juste entendu une voix mystérieuse et s'est réveillée ici, piégée comme lui. Anno est un peu surpris par cette révélation, une pièce de plus au puzzle bizarre du monde. Décidant de faire avec, il dit qu'il va essayer de profiter de cette nouvelle vie pour l'instant. Inspirée par son attitude insouciante, elle sourit et accepte de faire exactement la même chose. Quelques jours plus tard, une nouvelle équipe de héros arrive pour trouver l'entrée redécorée. Au lieu d'une déesse, il y a une pancarte manuscrite disant qu'elle est sortie et reviendra bientôt, pro jusqu'au bout. Ces nouveaux joueurs perdent totalement la tête, se demandant quel genre de tutoriel c'est. Tout juste sorti du tutoriel, Anno prend la pause tandis que son petit esprit guide flotte à proximité. Il discute avec l'esprit, se demandant quelle sera sa prochaine grande aventure dans ce nouveau monde. Un écran géant d'informations lui donne une idée, un mystérieux continent regorgeant de donjons à explorer. Rien que d'y penser, notre garçon est totalement surexcité par cette nouvelle aventure. Son guide l'encourage à fond, lui disant de profiter pleinement de ce nouveau monde. Avec un sourire confiant, Anno est prêt à entamer son grand voyage pour découvrir ce qui l'attend. Mais alors qu'il s'apprête à partir, le bourdonnement soudain de ce téléphone le fige sur place. C'est un appel de son vieil ami de jeu, Suwa, ce qui n'était pas du tout au programme. La voix à l'autre bout est désespérée, suppliant de l'aide et prenant Anno au dépourvu. Répondant dans la panique, il apprend que son ami est coincé dans un donjon de débutants. Suwa est en train de paniquer totalement, convaincu qu'il est sur le point de mourir. Sans réfléchir, Anno fonce, promettant à son ami qu'il arrive à son secours. Il se souvient de Suwa comme d'un joueur chevronné et haut classé dans leur ancien jeu en VR. Il est donc impossible qu'un pro comme lui soit piégé dans une zone de départ, n'est-ce pas? Un air grave apparaît sur le visage d'Anno alors qu'il court, cherchant à comprendre ce qui a mal tourné. Pendant ce temps, Suwa est en plein désarroi, pleurant et serrant son téléphone comme si sa vie en dépendait. Anno plonge tête la première dans un portail rouge tourbillonnant, confirmant qu'il s'agit d'un donjon corrompu. À l'intérieur, il sait que les monstres ne devraient pas être aussi coriaces pour une zone de bas niveau, ce qui l'amène à se demander pourquoi son expert d'amis a tant de mal à survivre. Il dit à son esprit guide qu'il n'y a pas de temps à perdre, son ami est en danger et a besoin de lui. Son guide devient très philosophe sur l'amitié, ce qui n'est clairement pas le bon moment. Anno trouve son ami Suwa recroquevillé dans un coin, ignorant totalement les leçons de vie de l'esprit. Notre héros essaie juste de comprendre comment son ami gamer pro a pu finir dans cet état. Il finit par bien le distinguer et crie pour attirer son attention dans cette grotte sinistre. En se précipitant, Anno vérifie l'état de Suwa, qui a l'air d'avoir vu un fantôme et d'être sur le point de pleurer. Suwa est tellement soulagé de le voir, alors qu'Anno exige de savoir ce qui s'est passé ici. Son ami admet qu'il pensait qu'un donjon pour débutants serait une promenade de santé, ces derniers mots célèbres. Anno essaie de trouver une explication, demandant si un boss inconnu a surgi. Mais Suwa se contente de secouer la tête, agrippant son bras comme si quelque chose d'autre n'allait pas. Cela laisse Anno complètement perplexe, car c'était sa seule explication logique. Pour faire avancer les choses, il pointe devant eux en disant qu'ils vont le vider ensemble comme au bon vieux temps. Ce qui déclenche un flashback de leur jour de gloire, avec Suwa en tank face à une bête redoutable. Anno, sous son ancien avatar Yuma, s'élance pour le soutenir, et ils font sur le monstre pour une mise à mort propre, une attaque parfaitement coordonnée. Ils célèbrent leur travail d'équipe impeccable, deux pros au sommet de leur art. De retour dans le présent, Anno devient nostalgique, disant que ça ressemble au bon vieux jour. Suwa semble sortir de sa torpeur une seconde, une lueur de reconnaissance dans les yeux.
Puis il remarque la récompense classique du donjon, pointant un coffre au trésor au loin. Il s'empresse de l'ouvrir, espérant un butin décent après tout ce traumatisme. Et son grand prix est une épée longue +1. Eh bien, ne dépense pas tout au même endroit. Anno tente de vanter les mérites de cette épée pathétique, expliquant que les améliorations peuvent tout changer. Sua serre son nouveau prix, une lueur d'espoir dans les yeux, pensant pouvoir enfin se battre. Son ami écarte le reste du butin comme étant des déchets, mais Anno ramasse joyeusement le sable de cuivre. Notre garçon admire simplement ce sable brillant, aux grandes dames de Sua, un vrai amateur de loot. Mais leur séance de pillage est interrompue par une main de monstre géante apparaissant juste derrière eux. Un petit démon cornu se révèle, l'air bien plus menaçant qu'il ne devrait l'être. Et Sua revient immédiatement à son état par défaut, une terreur totale. Anno, quant à lui, neutralise la chose en un coup, sans même transpirer. Il regarde son ami, complètement déconcerté par la faiblesse de ce prétendu joueur pro. Ce garçon sait que quelque chose ne va pas du tout ici. Ce n'est pas le Sua dont il se souvient. Ils arrivent enfin à la salle du boss, le dernier obstacle sur leur chemin. Anno tente de lui donner un discours motivant pour le combat final, recevant un ouais très peu convaincant. Avec l'anneau de l'Hadès au doigt, il pousse les lourdes portes pour affronter le boss. À l'intérieur, un gros monstre insecte cuirassé les attend, prêt à en découdre. Il pousse un rugissement menaçant, visiblement pas ravi d'avoir des visiteurs. Sua, évidemment, a l'air sur le point de pleurer à nouveau. Il essaie désespérément de se motiver, convaincu que son épée +1 est la clé de la victoire. Et avec un cri de guerre étonnamment courageux, il charge directement le boss. Ce mouvement prend Anno totalement au dépourvu, qui lui crie d'attendre. Sua continue de crier, agitant son épée sans aucune stratégie ni forme. Le boss baisse son membre avec une frappe brutale et rapide comme l'éclair, et l'épée longue légendaire de Sua vole en éclats dès l'impact, une sacrée surprise. Son visage exprime clairement « J'ai fait une grosse erreur ». Sans aucune arme, le monstre se dresse au-dessus de lui pour le coup final. Anno hurle de s'écarter, essayant de l'avertir. Puis notre héros surgit à la dernière seconde, parant l'attaque en pro-total. Il atterrit entre son ami et la bête, demandant si Sua est encore en vie là-dessous. Sua, lui, est complètement brisé, convaincu qu'il va mourir sans son épée. S'agenouillant, Anno essaie de le raisonner, demandant ce qui lui arrive. Mais son ami hurle qu'il est terrifié. Toute son assurance de gamer a disparu. Cette panique brute laisse Anno stupéfait, réalisant que quelque chose ne tourne pas rond. Sua finit par admettre qu'il pensait que ce serait facile, mais que la réalité n'a rien à voir avec le jeu. Il panique parce que les monstres sont énormes, qu'ils puent et qu'ils sont vraiment intimidants. Même l'équipement semble lourd et l'effort physique est bien plus intense que prévu. De plus, se faire frapper par une griffe de monstre fait vraiment mal, qu'il l'aurait cru. Submergé, il s'effondre, insistant sur le fait qu'il ne peut pas se battre comme ça. Alors que le boss approche, Sua ne peut que regarder avec terreur, sachant que c'est la fin. Anno, cependant, a une idée soudaine en se rappelant un objet ramassé plus tôt. Il sort cette pochette de sable de cuivre brillant qu'il a pillé plus tôt. Et avec une précision parfaite, il le lance directement au visage du monstre. Le sable de poche a gagné. Avec le monstre aveuglé, Anno dit à son ami inutile qu'il s'occupe de la suite. Il dégaine son épée, ordonnant à Sua d'aller se cacher. C'est l'heure de jouer au héros. Mais un homme mystérieux avec une moustache magnifique observe, commentant sa tactique de diversion. Ce type semble apprécier, remarquant le style ludique d'Anno. Anno s'affronte à la bête, cherchant un point faible dans sa carapace rigide. Il force vraiment, admettant que la défense de ce truc est incroyablement solide. Son épée en cuivre de base n'arrive pas à percer l'armure naturelle du monstre. Sur le côté, l'observateur moustachu se demande comment notre garçon va s'en sortir. Anno prend une seconde pour analyser le boss, notant sa carapace épaisse et ses pinces acérées. C'est là qu'une idée brillante lui vient en jetant un coup d'œil à l'anneau à son doigt. Il saute dans la mêlée, prêt à tester une toute nouvelle compétence. Sua, bien sûr, fait une crise criant que s'approcher est une condamnation à mort. Anno lui dit juste de regarder, canalisant le pouvoir à travers l'anneau de l'Hadès. Sa main brillant, il tend le bras et touche directement la pince du monstre. Il active son atout avec un sourire narquois, une compétence appelée mime. Cette capacité lui permet de copier temporairement les pouvoirs de la cible, ce qui semble assez juste. La logique d'Anno est implacable. Si une épée ne peut pas percer cette carapace, alors il va juste emprunter l'arme du monstre pour faire le travail à sa place. En un flash de lumière, son propre bras se transforme en une pince massive et mortelle. Le boss regarde, complètement abasourdi par ce numéro d'imitation. Avec son nouveau bras-pince, Anno prend appui, prêt à donner au boss un avant-goût de sa propre médecine. Il enfonce l'arme copiée directement dans la poitrine du monstre. Un coup brutal et direct. L'impact brise sa carapace, infligeant des dégâts dévastateurs sur le point faible. Mais la compétence ne dure que 15 secondes, une durée vraiment courte pour un nouveau pouvoir. Dans une agonie totale, la bête trébuche en arrière, blessée mais pas encore vaincue. Anno sait qu'il lui faut juste un dernier coup franc sur cette poitrine exposée pour finir le travail. Son bras pince disparaît, le laissant avec sa simple épée contre un monstre insecte très en colère.
Poussant un dernier cri de guerre, notre garçon charge pour une ultime attaque du tout pour le tout. Et dans une gerbe de sang, il porte le coup fatal directement sur sa tête. Sua observe depuis les coulisses, son cerveau en court-circuit complet sous le choc. Pendant ce temps, l'observateur moustachu est impressionné, admettant qu'il allait intervenir. Le corps du monstre commence à se fissurer et à se dissoudre en lumière, signalant la fin du combat. L'homme note qu'Anno a déjà maîtrisé le style de combat d'un jester. Anno incline simplement son chapeau avec un sourire narquois, fier de sa performance. Sa récompense est un énorme boost de niveau et une nouvelle compétence appelée Esprit ludique. Et juste comme ça, ils sont téléportés hors du donjon et de retour dans la ville. Anno s'étire, profitant de l'air frais, tandis que Sua est soulagé d'avoir survécu. Essayant de remonter le moral de son ami, Anno parle du futur. Mais Sua abandonne sur le champ. Cette déclaration soudaine laisse Anno sans voix, incapable de réaliser ce qu'il vient d'entendre. Il demande désespérément pourquoi, rappelant à Sua qu'ils devaient le faire ensemble. Anno se remémore leur jour de gloire, riant de leur duo inarrêtable. Mais dans le présent, Sua répond froidement qu'il a toujours peur. Tant pis pour le pouvoir de l'amitié. Il insiste sur le fait que le dernier combat de Saint a prouvé qu'il n'était pas à la hauteur et ne pouvait plus se battre. Anno regarde son ami partir, la déception en suspens dans l'air. Sua admet ensuite que regarder Anno se battre était génial parce qu'il semblait s'amuser. Il va juste jouer à d'autres jeux vidéo jusqu'à ce que leur ancien soit en ligne, se déconnectant de la réalité. Après qu'Anno a accepté cela, Sua demande ce qu'il compte faire maintenant sans partenaire. Anno s'enthousiasme immédiatement à l'idée d'explorer le nouveau continent, son mode aventure activé. Son ami se rappelle que la zone n'était pas dans le jeu, mais évoque une offre de recrutement pour une équipe d'enquête. Et soudain, une affiche équipe d'enquête recherchée apparaît dans l'esprit d'Anno. Une nouvelle quête. Sua se montre un peu motivé pour lui disant de foncer, mais, vous savez, d'essayer de ne pas mourir. Notre garçon lui offre un sourire chaleureux et confiant, nullement intimidé par le défi à venir. Sur un dernier check, ils conviennent de faire route à part pour le moment. Sua fait un dernier signe de la main, se déconnectant officiellement de cette aventure réelle. Plus tard, Anno lit l'article sur le gouvernement recrutant une équipe pour explorer le nouveau continent. Il s'avère que de grandes guildes comme les Faucons des Cieux s'inscrivent déjà. Même les guildes soutenues par le gouvernement sont en compétition, alors la lutte sera acharnée. Il découvre l'exigence principale. Être de niveau 15 ou plus, il est temps de farmer. Anno réalise aussi qu'il lui faudra un équipement de qualité pour espérer réussir les épreuves. Sa solution est simple. Trouver un donjon coffre pour monter en niveau et looter en même temps. Anno réalise que la date limite est dans 2 jours, il doit faire vite. Pendant ce temps, dans une tour corporative gigantesque, une réunion d'un autre type a lieu. C'est le siège de la Corporation Takajo, un nom qui va devenir très important. À l'intérieur, les membres d'une guilde font la queue pour une évaluation de performance stressante. Le patron, Takajo Shoya, annonce qu'il va nommer les 2 derniers du classement. Un tableau de bord clignote, et on peut sentir l'anxiété rayonner dans toute la pièce. Il vire alors 2 types sur le champ, les expulsant de la guilde et de la compagnie. Tous 2 sont effondrés, se demandant comment ils vont survivre maintenant. Takajo explique froidement que leur performance était nulle et qu'il y a une liste d'attente pour les remplacer. À ses yeux, si vous ne contribuez pas, vous êtes des déchets inutiles. Quel bon patron. Puis il avertit les membres restants que se reposer sur leur laurier ne mènera nulle part. Pour intégrer l'équipe d'enquête, ils devront tout donner lors du prochain raid. Une femme blonde serre son dossier, réalisant qu'elle est arrivée 3e de justesse. Elle est furieuse qu'après avoir sacrifié tout son sommeil, elle ne soit toujours pas première. Avec un regard intense, elle jure de se dépasser encore plus la prochaine fois. Takajo, lui, fait un monologue de méchant classique sur la prise de contrôle en ces temps chaotiques. Tout cela pour un grand idéal qu'il veut atteindre, bien sûr. De retour avec Anno, il lit sur son téléphone des infos sur ce type, un top ranker et PDG. L'article mentionne que Takajo dirige déjà une guilde, ce qui en fait un joueur majeur. Avec son objectif fixé, Anno marche vers une lumière scintillante, prêt à commencer le grind. Anno entre dans le coffre au trésor, surpris de ne pas trouver un chaos total. Ses yeux se fixent immédiatement sur les ennemis qui errent dans les couloirs. Et devinez quoi? Ce sont des zombies chasseurs de trésors, un mob classique et agaçant. Il sait que le seul moyen de les achever est d'écraser leur tête. Soudain, une balle traverse le crâne d'un zombie, faisant le travail parfaitement. Ce tir venait de cette femme blonde de la guilde de Takajo, l'air imperturbable. Avec un autre au sol, elle scanne déjà pour plus de cibles afin d'atteindre son quota. Mais Anno voit un zombie se faufiler derrière elle et crie une mise en garde. Il se lance dans l'action, un flou vert se précipitant pour intercepter l'attaque. Cette intervention soudaine la prend totalement par surprise. Atterrissant en douceur, notre garçon demande simplement si elle va bien.
Sa réponse est une rage pure, l'accusant de lui voler ses kills alors que son poste est en jeu. Ano est complètement déconcerté, genre « désolé de t'avoir sauvé ». Une vérification rapide confirme qu'elle est des faucons des cieux, ce qui explique la pression. Elle s'appelle Natsume Nijika et elle semble sur le point d'exploser. Natsume insiste, disant qu'il ferait mieux de ne pas interférer car sa note en dépend. Il essaie d'expliquer qu'il ne volait pas de kills, juste qu'il évitait qu'elle se fasse déchiqueter. À cet instant, un camarade de guilde lui donne un ordre et elle se met au garde à vous. En les regardant, Ano trouve pathétique qu'il traite ça comme un travail et non une aventure. Un petit esprit demande s'il a aussi une date limite, mais Ano sourit, disant qu'il est là pour le plaisir. Ano profite simplement de l'atmosphère, admirant l'histoire de ces ruines antiques. Il n'est pas pressé, décidant de profiter du moment et de gérer la date limite plus tard. Son petit esprit surgit, notant qu'il s'est vraiment bien approprié son rôle de jester. Pendant ce temps, les faucons font face à 2 zombies, tout est business comme d'habitude. Natsume et son partenaire se lancent, prêts à nettoyer les mobs avec une efficacité glaciale. 2 autres membres de guilde vérifient leur objectif, 10 armes améliorées, car le plaisir n'est pas au programme. Du coin de l'œil, Natsume voit Ano se promener tranquillement dans le couloir. Notre garçon adore l'ambiance, admirant les torches antiques et l'odeur de rouille dans l'air. Quelque chose au sol attire soudain son attention, le faisant interrompre sa visite. Il s'accroupit pour regarder de plus près, se demandant ce qu'il a trouvé. Ce petit esprit arrive, curieux de savoir ce qui est spécial dans ce donjon. À ce moment précis, les faucons touchent le jackpot, la salle au trésor est juste devant. Ils commencent immédiatement à piller, sortant des armes plus standards des coffres. L'un des gars ouvre un tonneau, espérant quelque chose de moins ennuyeux. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une petite dague tordue, ce qui est très décevant. Le qualifiant de déchet, il jette la lame comme une ordure d'hier. Ano surgit et l'attrape en plein vol, obtenant officiellement une dague tordue. Il inspecte son nouveau prix avec un sourire, pensant que sa forme unique a un potentiel énorme. Ce membre de guilde se moque de lui, disant qu'il préfère se battre à main nue que d'utiliser cette poubelle. Puis ils deviennent territoriaux, déclarant que toutes les bonnes armes et récompenses de boss leur appartiennent. Ano considère qu'une arme nulle, c'est juste une question de point de vue. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Alors que les faucons volants sucent sur les mobs comme s'ils étaient au bureau, Ano danse autour des zombies. D'un coup de lame précis, il prouve ses dires en terrassant un zombie avec sa nouvelle dague inutile. Il a déjà compris l'étrange équilibre de l'arme. Un sourire aux lèvres alors que tout s'imbrique parfaitement. Pendant ce temps, les employés de bureau repèrent la salle du boss, prêts à pointer pour le combat final. Ils avancent en formation parfaite, car le travail d'équipe fait rêver, ou peu importe ce qu'ils disent. Soudain, l'un d'eux se coince la jambe dans un piège au sol bien vicieux. Oups! Puis un autre tombe, les deux sont complètement bloqués et appellent à l'aide. L'un des gars hurle désespérément à Natsume de les sauver, son professionnalisme s'évaporant instantanément. Natsume commence immédiatement à chercher un levier, sa performance au travail étant en jeu. Ses yeux parcourent la pièce, cherchant frénétiquement un moyen de sortir de ce pétrin. Mais au lieu d'un interrupteur, un point de pierre géant surgit de l'obscurité. Un gardien de pierre massif s'active, se plaçant entre eux et la salle du boss. Elle réalise que ce truc est là pour protéger le boss, et qu'ils viennent de tomber dans son piège. Elle prend le temps de viser et dégauche une flèche, espérant entamer le colosse de pierre. Son tir rebondit inoffensivement sur son torse, ne faisant absolument rien. Sous le choc, elle n'arrive pas à croire que son attaque a été totalement inutile. Bien sûr que c'était inutile, le gardien est un tank sur pattes conçu pour la défense. Maintenant elle panique, réalisant que son arc n'a pas la puissance nécessaire pour abattre ce truc. Et pour couronner le tout, l'interrupteur du piège est juste derrière le golem géant indestructible. Ano souligne tranquillement l'interrupteur derrière le golem, demandant si c'est la cible. En inclinant son chapeau avec assurance, il déclare qu'il s'en occupe, sa dague inutile à la main. Le membre de la guilde coincé panique, criant qu'il est fou de vouloir utiliser une arme ratée. Notre gars sourit simplement à son esprit compagnon, disant que ces gamins ne comprennent rien. Alors que la dague commence à luire, il explique que même cette arme a ses usages cachés. Et juste comme ça, une compétence se révèle, la dague courbée se transforme en boomerang téléguidé. Natsume est complètement abasourdi, observant ce morceau de ferraille soudainement prendre du pouvoir. Son coéquipier coincé est en pleine crise, incapable de comprendre ce qu'il voit. Ano donne un coup de poignet au boomerang, lui disant de montrer ce qu'il a dans le ventre. Dans un arc brillant, la lame dépasse le golem, frappe l'interrupteur et revient. Le gardien de pierre se désactive immédiatement, s'effondrant en un tas de cailloux inutiles. Au même moment, le piège au sol se rétracte, libérant le membre de la guilde hébétée. Natsume n'arrive pas à croire qu'il a désactivé le piège et le gardien avec un tir impossible. Ano rattrape son arme nonchalamment, disant qu'il se doutait qu'il y aurait des pièges. Il avait soigneusement vérifié ses alentours tout du long, contrairement aux drones de l'entreprise. Avec un sourire, il dit que même un raté mérite sa chance de briller, et maintenant il ne reste que le boss.
Ces deux membres de guilde libérés, cependant, sont allongés par terre, l'air complètement brisé. Natsum court vers son partenaire, furieux d'avoir été piégé à un pas de leur objectif. Il frappe le sol du poing, réalisant que s'ils échouent à cette mission, ils seront virés. Ce pauvre gars est en plein naufrage, sachant qu'il ne leur restera nulle part où aller. Son partenaire blessé insiste sur le fait qu'ils atteindront leur quota s'ils battent le boss. Il est clairement en agonie, essayant de se forcer à se tenir sur sa jambe en lambeaux. Natsum lui dit immédiatement d'arrêter, sachant qu'il ne peut pas combattre dans cet état. D'un air grave, elle décide que si besoin, elle devra y aller seule. Elle déclare ensuite qu'elle terrassera le boss elle-même, pour le bien de la mission. Son partenaire accepte et lui dit qu'il compte sur elle pour réparer leur erreur. Se tenant droite, Natsum jure de mener leur idéal à bien, peu importe ce qui leur arrive. Anno, lui, observe cette crise de loyauté corporative à distance. Il ramasse le piège, mis au rebut, notant qu'il est méchant mais qu'il n'a pas causé de blessures critiques. Se tournant vers les membres de la guilde, il demande en gros ce qu'il croit faire. Natsum se met immédiatement sur la défensive, disant qu'il risque le trait de leur vie ici. Elle l'avertit de ne pas se mettre en travers de son chemin car elle a un objectif important. Anno va droit au but, demandant s'il s'agit de son quota, ce qu'elle confirme comme une évidence. Apparemment, ils visent tous un grand idéal qui dépasse leurs évaluations de performance. Cela rappelle à Anno son ancien job de bureau et les chants d'idéal, obligatoires du matin. Natsum fixe la porte du boss, disant qu'elle ne peut pas faiblir car Takajo lui a donné ce but. Et ce but est l'idéal de construire un nouveau monde. Elle a totalement mordu à l'hameçon. Elle jure de répondre à cet appel avec tout ce qu'elle a, prête à affronter le boss seul. Anno fait enfin le lien avec la guilde de Takajo vue aux infos, se demandant si cette dévotion est saine. Il se souvient de son ancienne vie, où ce genre de loyauté laissait tout le monde vide de l'intérieur. Dans un grand fracas, les portes de la salle du boss s'ouvrent en grand, révélant un long couloir rempli de pics, en fait un gigantesque piège mortel. Au bout, le boss s'active, un gardien mécanique à 4 bras entouré de masses oscillantes. Et cette chose a un sourire vraiment sinistre, comme si elle adorait son boulot. Anno l'identifie immédiatement comme un gardien de trésor, un robot magique qui chasse les pilleurs, ce qui signifie qu'ils devront esquiver tout ce couloir de la mort en combattant. Natsum ne perd pas de temps, sautant en l'air pour tirer un coup. Sa concentration est absolue alors qu'elle vise un coup décisif et rapide. Sa flèche rebondit inoffensivement sur son armure, ne causant aucun dégât. Une masse oscillante manque de l'emporter et elle se plaint de ne pas pouvoir bien viser. Alors elle crie après Anno pour obtenir de l'aide, exigeant un autre tir miraculeux. Mais Anno explique que son boomerang est inutile ici car les pièges gêneraient sa trajectoire, décidant d'utiliser l'autre méthode. Mais il doit d'abord créer une ouverture. Avec des pièges qui tirent sans arrêt, il n'est même pas sûr que son plan fou soit possible. Natsum perd patience, lui criant d'arrêter de marmonner et de faire quelque chose d'utile. Mais pendant qu'elle est distraite, le gardien fond sur elle, prêt à frapper. Anno la pousse in extremis, prenant la force du coup en plein cœur, et elle tombe au sol, complètement sonnée par la puissance de l'attaque. Le gardien reste là, la dominant après avoir éliminé son seul soutien, laissant Natsum serrer les dents, réalisant que tout repose sur elle maintenant. Le gardien prépare le coup de grâce, prêt à transformer Natsum en crêpe corporative. Mais Anno l'attrape au dernier moment, esquivant une masse qui brise le sol. Elle commence immédiatement à lui crier dessus pour s'être mis en travers. Les priorités, vous savez. Toujours dans ses bras, elle délire sur le combat pour son idéal, totalement déconnectée de la réalité. Anno la repose calmement, lui disant de laisser gérer ce petit problème. Puis il lance sa dague contre le mur, une stratégie audacieuse contre un robot géant. Alors que la lame frôle sa tête, il déclare que c'est l'ouverture dont il avait besoin. L'instant d'après, il attrape sa main, la laissant totalement confuse. Avec Natsum sur son dos, notre gars bat en retraite tactiquement, s'éloignant du boss. Elle devient folle, exigeant qu'il la lâche pour qu'elle puisse continuer à se battre. Il lui dit juste de se détendre et de regarder, car elle ne comprend clairement pas ses tactiques. Ils sortent en trombe de la salle, laissant le gardien tout seul. La menace mécanique regarde après eux, se demandant sûrement si sa programmation a planté. Natsum panique alors qu'il commence à les suivre, mais Anno confirme que c'était son plan. Il explique que ce gardien est accablé pour traquer implacablement tout voleur de trésors. Avec un sourire narquois, il laisse deviner où cette concentration unique va les mener, et le gardien sort de sa salle et marche droit dans un piège au sol. Natsum est sans voix, regardant le boss imparable rester coincé comme ses coéquipiers. Anno avait trafiqué les pièges trouvés plus tôt, préparant toute cette brillante manœuvre. Un flashback rapide le montre réinitialisant le mécanisme, prouvant qu'il avait une longueur d'avance. Anno sourit, déclarant que c'est œil pour œil et piège pour piège. Et le gardien est bien coincé, son sourire sinistre tournant à la grimace furieuse. Il signale rapidement que la source d'énergie du gardien est ce gros œil brillant sur son visage. Alors pour une fois, Natsum accepte son plan, réalisant qu'ils doivent frapper simultanément. Le gardien coincé ne se laissera pas faire, préparant une contre-attaque massive avec ses mains.
déchaînant deux faisceaux lumineux dévastateurs le long du couloir vers eux. Ils se séparent instantanément, esquivant l'attaque avec une concentration intense, évitant de justesse les explosions qui frappent le mur avec une force destructrice. Bien sûr, son esprit compagnon se plaint immédiatement qu'il a esquivé dans sa trajectoire. Toujours coincé, le gardien se jette désespérément en avant, essayant de les attraper à distance, son poing fracassant le sol et envoyant une onde de choc qui fissure tout sur son passage. Voyant sa chance, Anno crie maintenant, sa dague brillant et prête à voler, pendant que Natsume bande son arc, verrouillant la cible avec un sourire confiant. Dans un coup parfaitement synchronisé, la flèche et le boomerang frappent directement l'œil du gardien. Et juste comme ça, le gardien se désactive, fumant et brisé devant le duo victorieux. La menace écartée, Anno s'essuie le front de soulagement alors que Natsume se détend enfin. Mais le petit esprit intervient, incapable de décider si leur travail d'équipe est génial ou un désastre. Une notification de gain de niveau apparaît et Anno célèbre sa qualification pour l'équipe d'exploration. À la place du gardien, une orbe de lumière verte se matérialise, le loot du boss. Notre gars fixe le butin flottant, se demandant quel genre de prix ils viennent de gagner. Le butin apparaît et Anno perd déjà la tête, espérant que c'est un objet rare. C'est une rapière perce-sort, une arme légendaire qui ignore la défense. Parfait pour le boss qu'ils viennent de tuer. Anno est ravi, déclarant que sa chance de bouffon a enfin payé pour une fois. Natsume, elle, a une réaction différente, les yeux écarquillés par une idée soudaine et désespérée. Se rappelant sa mission, elle décide d'aller vérifier le coffre de la salle du boss pour le butin. Sans un mot, elle sprinte vers la salle du trésor sécurisée pour le trouver. Elle localise rapidement le coffre et l'ouvre, espérant un dernier objet pour sauver son job. À l'intérieur, une masse d'armes, un équipement basique mais fonctionnel. Serrant l'arme, elle soupire de soulagement. C'est la 10e, son quota est enfin atteint. Elle retourne vers Anno, lui offrant un merci rigide pour l'avoir aidé. Il sourit en retour, lui demandant si elle s'est amusée, une question qui la laisse sans voix. Son esprit compagnon surgit s'extasiant sur le fait d'utiliser les pièges du donjon contre le boss. Cette expression palpitante semble la toucher, laissant Natsume confuse alors qu'elle détourne le regard. Anno fait un petit tour sur lui-même, lui disant qu'elle devrait apprendre à se détendre. Il suggère gentiment qu'il est parfois bon de s'amuser, un concept qu'elle ne comprend clairement pas. D'un geste nonchalant, il lui fait ses adieux et entre dans le portail de sortie, son job est fait. Seule dans le couloir, Natsume rejette ses conseils, insistant sur le fait qu'elle n'a pas besoin de liberté. Elle serre le poing, réaffirmant sa loyauté au grand idéal de son patron Takajo, et pourtant elle doit admettre qu'elle n'avait jamais imaginé quelqu'un combattre avec de telles tactiques. La scène coupe alors sur une porte omineusement étiquetée bureau du président, suggérant l'origine de tout ça. Au bureau, Takajo donne à Natsume un bon travail, très peu enthousiaste sur son quota. Il lui ordonne ensuite de passer le test de sélection pour la nouvelle équipe d'exploration. Takajo lui dit aussi de continuer à surveiller Anno, pensant que le gamin pourrait être utile. Natsume répond froidement compris, sa loyauté est absolue et un peu terrifiante. On coupe ensuite sur le site d'examen pour la sélection de l'équipe d'exploration du nouveau continent. Anno est là, vibrant d'excitation à l'idée de rejoindre l'équipe. Un annonceur sur une estrade donne officiellement le coup d'envoi de l'examen pour les élites rassemblées. Apparemment, le monde est en crise avec des donjons qui apparaissent et un nouveau continent à explorer. Un petit aventurier nerveux écoute l'annonceur avertir des dangers inconnus à venir. Cette mission est incroyablement dangereuse, et toute erreur avec les locaux est strictement interdite. Au mégaphone, ils déclarent qu'ils ne choisiront que 10 personnes de haut niveau pour ce job risqué. L'examen est divisé en 3 parties, un test écrit, un test de collecte et un combat simulé. Mais la toute première tâche est une surprise, tout le monde doit immédiatement former des duos. Notre gars est pris de court, réalisant qu'il est tout seul parmi des inconnus. Un minuteur de 5 minutes apparaît, forçant tout le monde à choisir sous une pression intense. Et la pénalité pour ne pas trouver de partenaire est la disqualification immédiate. Sans perdre de temps, Anno commence à chercher quelqu'un dans la foule. Il repère ce petit aventurier et lui tape rapidement sur l'épaule. Affichant son meilleur sourire, il demande s'ils peuvent faire équipe. Ce petit aventurier regarde son profil, voit qu'il est bouffon et n'est pas impressionné. C'est non. Anno essaie de demander à une autre guerrière, mais elle l'écarte. Aïe, un autre rejet. Pendant ce temps, un blondinet bruyant fait sa loi au milieu de la foule. Son ego est hors norme, il rejette quelqu'un juste pour avoir osé lui parler. Il sort un appareil et scanne le profil d'Anno pour que tout le monde le voie. Ce jerk, Shimada Kipei, se moque publiquement de la classe bouffon d'Anno. Avec seulement 1 minute restante, notre gars commence vraiment à transpirer. Il panique, sachant que la disqualification approche, mais ne voulant pas d'un partenaire inutile. Soudain, une voix derrière lui propose de s'associer, une bouée de sauvetage de dernière minute. Anno se retourne, et de toutes les personnes au monde, c'est un visage très familier. Oui, c'est Natsume, se présentant comme s'ils ne venaient pas de faillir mourir ensemble. Ils respirent tous deux un coup, ayant officiellement formé une équipe in extremis.
Pour être amical, Anno offre une poignée de main, prêt à commencer leur partenariat. Mais Natsume passe juste à côté, laissant sa main suspendue dans le vide. Notre gars est complètement déconcerté par ce rejet instantané. Elle précise qu'elle n'est pas là pour se faire des amis et qu'elle va juste l'utiliser pour l'examen. Puis elle s'en va, dédiant chaque mouvement à l'idéal, étrange de son patron. Ce premier test commence et c'est un examen écrit, rien que ça. Anno se heurte immédiatement à un mur, mâchouillant son crayon en agonie académique. Cette tension mentale lui cause une douleur physique, ce n'est pas son point fort. Natsume jette un œil, son expression criant « Je n'arrive pas à croire que je suis en équipe avec cet idiot ». L'annonceur révèle les résultats. Toute personne classée 21e ou plus bas est éliminée. Anno prie pour ne pas avoir échoué tandis que Natsume fulmine, s'attendant au pire. Et de justesse, il décroche la 19e place. Une victoire est une victoire, je suppose. Natsume est furieuse de leur classement, mais Anno explique que le test avait des questions inconnues. Elle rétorque que c'était du bon sens, laissant notre gars complètement perdu. Il admet que sa stratégie était de choisir les réponses qui semblaient les plus amusantes. Un génie. Pendant ce temps, la première place va au couple Kiriya Soma et Shino Izui. Tous les regards se tournent vers deux aventuriers confiants, les stars de cet examen. Natsume les reconnaît comme la lame pourpre, un duo célèbre avec des sponsors. Ce couple a l'air suffisant, ayant écrasé la première partie du test. Se concentrant, Natsume demande à Anno s'il est prêt à risquer sa vie pour la suite. Il lui fait un sourire décontracté, lui disant de se détendre un peu, ce n'est pas si grave. L'étape suivante est annoncée, un test de collecte dans la grotte du temps oublié. Apparemment, c'est un labyrinthe conçu pour perturber votre sens de l'orientation. Leur mission est de trouver 3 gemmes spéciales et de s'échapper en moins de 2 heures. Alors que les équipes entrent, le surveillant ajoute un avertissement crucial. Cette grotte est devenue un repère de monstres, juste pour pimenter les choses. Avec un dernier bonne chance et essayer de ne pas mourir, les aventuriers sont envoyés dans l'obscurité. Presque immédiatement, Anno et Natsume repèrent leur premier prix, une gemme brillante dans le mur. Ils l'arrachent facilement, célébrant leur bon début avec 2 autres à trouver. Natsume est très professionnelle. Elle dit à Anno de se dépêcher de trouver les autres gemmes tout en guettant les monstres. Mais alors qu'elle est concentrée, le compagnon spirituel d'Anno se détend tranquillement, avec une petite auréole au-dessus de la tête. Anno remarque alors une étrange veine d'énergie luminescente qui court le long de la paroi de la grotte. Il en déduit rapidement qu'il s'agit d'une trace magique qui devient plus intense à mesure qu'ils avancent. Avec un large sourire, il montre la direction, totalement confiant d'avoir trouvé le bon chemin. Natsume lève soudain les yeux, son expression changeant alors qu'elle sent quelque chose devant elle. Dans une alcôve en hauteur, il repère leur 2e gemme, protégée par une barrière scintillante. Il ricane en disant que c'est facile à récupérer s'il brise la barrière avec une attaque à distance. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, il réalise qu'ils ne sont pas seuls. Le duo de la lame écarlate est juste là. Ce type, Soma, sourit simplement et dit qu'ils peuvent la prendre, affirmant que son équipe cherchera ailleurs. Et juste comme ça, l'équipe la mieux classée s'en va, laissant le prix totalement libre. Natsume est sincèrement impressionné, réalisant que leur confiance vient de leur force pure, pas de l'arrogance. Un instant plus tard, le boomerang d'Anno brise la barrière, faisant tomber la 2e gemme. Natsume la rattrape facilement et Anno confirme joyeusement que la 2e est dans la poche. Avec une seule gemme restante et beaucoup de temps, ils se sentent tous les deux plutôt confiants sur leur chance. Ailleurs dans la grotte, nous trouvons cet idiot de Shimada et son partenaire minuscule et malchanceux. Shimada se plaint déjà de son coéquipier, regrettant de ne pas avoir été en duo avec une guerrière sexy. Quelle classe! Un petit monstre méduse inoffensif flotte vers eux, ayant l'air d'une proie facile. Ce qui immédiatement commence à électrocuter son partenaire, le transformant en un tas de chair hurlante. Shimada rit simplement demandant si le type est en train de mourir pendant que son partenaire appelle à l'aide, un vrai citoyen exemplaire. Shimada soupire et accepte à contre-cœur d'intervenir. Il en a assez de voir son partenaire souffrir. D'un coup de bouclier, il intercepte l'attaque de la méduse juste à temps. Son petit partenaire est tellement reconnaissant qu'il remercie son Aniki pour ce sauvetage de dernière minute. Shimada fait un clin d'œil en admettant que ce serait mauvais pour ses images si le petit gars claquait vraiment. Puis il se penche pour se moquer de l'expression terrifiée du gamin. Quel type exemplaire! Après tout ce drame, il se plaint qu'ils n'ont pratiquement pas progressé dans la recherche de gemmes. Son partenaire brandit leur unique gemme, soulignant qu'ils ont besoin d'une meilleure stratégie, et vite. Déjà perdu dans le labyrinthe, Shimada craint qu'il ne soit sur la voie rapide vers la disqualification. Cela plonge le petit gars dans une crise de nerfs totale à propos de son rêve de rejoindre l'équipe pour narguer ceux qui l'intimident. Dans son désespoir, une nouvelle idée, probablement terrible, commence à germer. Il supplie son Aniki de l'écouter sur ce plan complètement fou. Tous deux se regroupent alors que le petit gars expose son stratagème. Et avec un pouce levé peu ragoûtant, Shimada est totalement partant, ça va finir en catastrophe.
Ailleurs, une autre équipe, un type au chapeau de sorcier et une fille en rouge, explorent la grotte. Soudain, un cri à glacer le sang résonne dans la caverne, attirant leur attention. Cette fille montre la direction du son et son partenaire convient qu'ils doivent enquêter. Ils trouvent Shimada en train de se faire électrocuter par une nuée de ces méduses. Réalisant que le type est dans de beaux draps, le duo décide qu'il doit intervenir. Le type au chapeau de sorcier dégaine sa lame et fonce droit dans la mêlée, tandis que sa partenaire tire son arc, visant parfaitement l'une des créatures. Shimada, toujours acteur, remercie le duo pour le sauvetage, jouant parfaitement la victime. Cette fille est soulagée qu'il soit arrivé à temps, mais son partenaire demande immédiatement où est le coéquipier de Shimada. Au bon moment, le petit partenaire surgit de derrière un rocher, l'air beaucoup trop louche pour que ce soit une coïncidence. Avec une lueur dans les yeux, ils crient maintenant, déclenchant le piège qu'ils avaient manifestement préparé. Ils foncent devant le type au chapeau de sorcier, utilisant une compétence de vol de briques pour dérober leurs gemmes collectées. Ce petit voleur célèbre son casse réussi, laissant les bons samaritains complètement stupéfaits. Sa partenaire est absolument furieuse, hurlant aux gamins de leur rendre leur dû. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, Shimada frappe le sol de son poing, déclenchant une onde de choc puissante, qui les envoie tous les deux s'écraser lourdement sur le sol de la grotte, totalement neutralisés. Ce petit partenaire fait un bien joué à son Aniki, la trahison étant maintenant officiellement terminée. Dominant leur victime, Shimada et son partenaire jubilent sur la facilité avec laquelle les gogos sont tombés dans le panneau. Avec 3 gemmes désormais en main, ils déclarent la victoire et courent vers la sortie. Cette fille n'arrive pas à croire qu'il se soit fait avoir par une simple compétence de vol, totalement surpassée par ces 2 abrutis. Son partenaire sait qu'ils sont finis s'ils ne récupèrent pas ses gemmes, et vite. Il l'aide à se remettre debout, leur travail d'équipe contrastant avec celui des crapules qui viennent de les voler. Après un rapide remerciement, ils déclarent qu'ils vont poursuivre ces 2-là sans perdre de temps. Ils se lancent immédiatement dans un sprint, nourris par une rage pure et non adultérée. Ses yeux brûlent de détermination, il ne les laissera pas s'en tirer comme ça. Mais alors qu'il tourne à un angle, il crie soudainement « Stop !» à une autre équipe qui vient d'apparaître. Et c'est Shino de la lame écarlate, l'air complètement impassible devant leur apparition soudaine. Ce type au chapeau de sorcier et sa partenaire regardent en bas pour trouver les 2 crapules qui viennent de les voler. Et on dirait que le karma a frappé. Ils sont entourés de monstres de cristal et supplient de l'aide. Ces choses sont identifiées comme des golems de cristal, et ils ont l'air absolument terrifiants. Sa partenaire ne veut rien entendre, les accusant immédiatement d'essayer de monter une autre arnaque. Ce petit partenaire jure désespérément que cette fois c'est pour de vrai, paniquant pour sa vie. Même Shimada doit admettre qu'ils n'ont aucune crédibilité après leur dernier coup. Avec des larmes coulant sur son visage, le petit gars supplie simplement qu'on les sauve. De son point de vue, le duo qu'ils viennent de trahir est maintenant leur seul espoir de survie. Mais le type au chapeau de sorcier veut en fait leur laisser le bénéfice du doute, aux grandes dames de sa partenaire. Sa logique est simple, si ce n'est pas un tour, alors ces 2-là sont sur le point d'être écrasés. Invoquant son épée, il déclare qu'il préfère être dupé à nouveau que de rester là à les regarder mourir. Sa partenaire gémit, complètement lassée par le complexe de héros au grand cœur de son coéquipier. Elle accepte à contre-cœur d'aider, mais seulement s'ils promettent de rendre les gemmes volées. Cet acte de gentillesse épate complètement le petit partenaire, qui ne peut pas croire qu'on les aide. Il est encore plus confus par le visage du type au chapeau de sorcier, se demandant s'il apprécie vraiment la situation. Dans un revirement total, le petit voleur pense maintenant que ce type est la personne la plus cool qu'il ait jamais rencontrée. Ce type au chapeau de sorcier saute immédiatement à l'action, déclenchant une puissante entaille contre le golem. Son nouveau fan le prévient que même les attaques de Shimada étaient totalement inutiles contre ce truc. Avec un sourire confiant, notre héros pointe du doigt et dit qu'il a déjà compris le truc. Il prépare alors une autre attaque brillante, prêt à leur montrer comment un vrai aventurier gère les affaires. La compétence spéciale de son épée ignore la défense et inflige 3 fois plus de dégâts aux ennemis inorganiques comme les golems. Sa partenaire dégaine son arc, criant qu'elle va attirer son attention pour lui. Mais le golem de cristal est beaucoup trop rapide, tissant facilement à travers sa volée de flèches. Pendant qu'il est distrait, le type au chapeau de sorcier réduit la distance pour un coup fatal. Il porte un coup parfait en plein cœur brillant de la poitrine du golem, un coup direct. Des fissures se répandent sur son corps de cristal alors que la magie de la rapière commence à le surcharger. Cette attaque a totalement fonctionné, mais maintenant il est entouré par le reste de l'escouade de golems. Il part une frappe d'un golem violet, tenant le coup face à la nuée soudaine. De son angle mort, un autre se précipite, et il est complètement pris au dépourvu, avec un point de cristal sur le point de lui refaire le portrait. Puis, de nulle part, le petit voleur intercepte réellement le coup, sauvant son nouveau héros. Ce petit gars affiche un sourire incroyablement effrayant, prenant manifestement un énorme plaisir à cela.
Notre héros, au chapeau de sorcier, sourit en retour, donnant au petit voleur quelques félicitations à contre-cœur. Profitant de cette ouverture, il bondit dans la mêlée, sans perdre l'opportunité. Ses yeux sont fixés sur la cible, totalement concentrés sur le combat devant lui. Même Shimada intervient, bloquant un coup de poing d'un autre golem. Les crapules aident vraiment. Il prétend qu'il a juste glissé, parce qu'admettre que vous avez fait quelque chose d'utile est juste trop dur. Son petit partenaire propose un merci rapide, gardant l'acte de l'Aniki bien fort. Avec ses nouveaux alliés improbables qui le couvrent, notre héros avance pour finir le dernier. Le cœur de ce dernier golem s'embrase, son corps de cristal se fissurant sous une puissance brute et instable. Avec le dernier golem brisé, Jester tend la main, annonçant froidement que tout est fini. Ce petit voleur est un désordre en larmes, aux yeux étoilés. Appelant immédiatement son sauveur, Jester Aniki. Il s'incline maintenant et promet sa loyauté éternelle. Un sacré changement après les avoir volés il y a 5 minutes. La partenaire de Jester ne veut rien savoir, traitant le gamin d'impudent et précisant qu'il est toujours sur sa liste noire. Sa réprimande est écourtée lorsqu'elle repère une gemme violette scintillant parmi les restes du golem. En la ramassant, elle réalise avec un choc que c'est l'un des objets de quête qu'il cherchait. Jester connecte rapidement les points. Les 3 golems qu'ils ont combattus étaient chacun alimentés par une gemme. Et juste comme ça, ils les ont toutes les 3 collectées, complétant l'objectif à la dernière minute. Dans la caverne principale, les équipes qui ont passé le test se rassemblent devant un officiel de l'examen. Un surveillant avec un mégaphone annonce que les 12 paires retenues passeront à la simulation de combat. Tout le monde pousse un soupir de soulagement collectif, sachant qu'il ne reste qu'un seul test. À proximité, 2 autres candidats bavardent à propos d'une fille qui pleure toute seule dans le coin. La rumeur dit que son partenaire a été séparé et tué par un monstre, et que ce n'était pas un beau spectacle. Un chevalier en armure étincelante la réconforte, jouant une performance très convaincante de sympathie. Lui et son propre partenaire s'excusent abondamment, affirmant qu'il n'était qu'à un pas de le sauver. Mais un regard étrange dans ses yeux suggère qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire qu'il ne le laisse paraître. Ses mains sont parfaitement propres, pas une seule égratignure dessus après cette supposée tentative de sauvetage. Un rapide flashback révèle la vérité brutale. C'est lui qui a en fait abattu son partenaire. Avec un sourire tordu, le chevalier s'excuse d'être trop fort. Quel psychopathe complet. Maintenant, ce même chevalier, hypocrite, regarde l'équipe de Jester, alors que le petit voleur prévient son Aniki que ce type est une mauvaise nouvelle. 2 nouveaux types avaient un plan brillant pour voler le boss, mais l'équipe de Jester l'a éliminé d'un coup. Celui qui est plus grand, Shimada, prévient son partenaire que l'équipe de Jester n'est pas seulement forte, ce sont des tueurs assoiffés de sensations fortes. Son compagnon minuscule est terrifié, disant qu'ils sont beaucoup trop puissants et qu'ils vont juste les faire tuer. Alors le petit gars suggère immédiatement de filer et Shimada est à 100% d'accord. Alors qu'il s'enfuit, le gamin offre un désolé pathétique, promettant de visiter leur tombe plus tard. Quel type exemplaire. Pendant ce temps, Jester ne court pas, décidant qu'il doit dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Il dit au chevalier psychopathe d'arrêter tout de suite, menaçant de rapporter ses actions aux examinateurs. Ce chevalier lui adresse simplement le sourire le plus détestable, complètement imperturbable face à la menace. C'est un calcul simple pour lui. Leur parole en tant que héros bien-aimé contre une bande de moins que rien. Avec un sourire glaçant, il demande qui le monde va croire, et Shimada a l'air absolument dévasté. Entendre cela touche une corde sensible, et Shimada serre le poing, visiblement furieux de quelque chose. Un flashback révèle son passé de boxeur, face à un adversaire sur le ring. Il a gagné ce combat complètement à la loyale, avec un solide coup de poing au visage. Mais son adversaire, un combattant populaire, est allé sur les réseaux sociaux et a menti, prétendant que Shimada avait triché. Le public s'est retourné contre lui instantanément, et les fausses accusations l'ont forcé à la retraite. Alors il s'est dit que s'il est un paria, autant rendre cela divertissant, et il a commencé à streamer. Être un joueur est juste un moyen pour arriver à une fin, créer du contenu pour sa chaîne pour obtenir des vues. Il pensait qu'il pouvait juste dériver dans la vie en jouant la comédie, mais ça ne fonctionne plus. De retour dans le présent, il dégage une rage pure, admettant que des types comme ce chevalier font toujours bouillir son sang. Son petit partenaire est totalement confus par le changement soudain, demandant à son Aniki ce qui se passe. Et juste comme ça, le chevalier psychopathe piétine Jester au sol, une vraie classe. Ce chevalier se penche, promettant de prendre son temps avec la torture, des trucs super héroïques. Avec un sourire complètement dérangé, il exige que Jester crie pour lui, adorant vraiment ça. En l'épinglant contre le mur, les vraies couleurs du chevalier apparaissent, et Jester voit enfin le monstre. Mais alors, les yeux de Jester se détournent, repérant quelque chose d'inattendu dans le chaos. Ce sont Shimada et son petit partenaire, et bien sûr, ils livestreament toute la rouste. Notre chevalier psychopathe est furieux, exigeant de savoir pourquoi ces 2 clowns gâchent sa fête. Ce petit gars explique nerveusement qu'ils avaient un pressentiment et qu'ils les ont suivis, vous savez, pour le contenu.
Il transpire à grosses gouttes cependant, parce que c'est bien plus réel que ce pourquoi il avait signé. Déclarant que c'est un remboursement pour le sauvetage du golem, ils annoncent qu'ils soutiennent Jester. Quel changement! Jester ne peut s'empêcher d'afficher un petit sourire devant son nouveau soutien incroyablement peu fiable. Ce chevalier est énervé que son plaisir ait été gâché, mais sa partenaire s'avance, prête à se battre. Elle se précipite immédiatement avec un cri de guerre, tout aussi charmante que son coéquipier. Une compétence verrouillage de bouclier éclate, piégeant complètement Shimada dans une cage d'énergie bleue. Shimada sourit simplement à travers, disant qu'il avait envie d'un vrai combat de toute façon. Son adversaire lève son marteau, prêt à livrer un bon vieux jugement sur son visage. Pendant ce temps, la partenaire de Jester est au sol, remerciant sincèrement les crapules pour le sauvetage. Voyant une ouverture, elle se remet sur pied et dégaine son arc, sans perdre l'opportunité. Elle charge un tir massif, une flèche brillant avec assez de puissance pour rivaliser avec un fusil. Avec une concentration intense, elle a juste besoin qu'il lui achète quelques secondes pour aligner le tir parfait. Ce petit voleur sourit, levant une bombe flash et disant à tout le monde qu'il s'en occupe. D'un lancer rapide, il balance la fumée de voleur juste au pied du chevalier psychopathe. Elle détonne dans un nuage massif, obscurcissant complètement leur vision pour un moment crucial. Jester utilise la confusion pour se libérer, reconnaissant pour l'assistance inattendue des crapules. De l'autre côté de la pièce, Shimada est toujours piégé dans cette cage d'énergie, se faisant absolument pilonner par la fille au marteau. L'arc de sa partenaire est maintenant complètement chargé, ses yeux fixés sur la cible avec une concentration mortelle. Elle libère la flèche éclatante, un faisceau massif d'énergie pure traversant la caverne. Son tir atterrit parfaitement, frappant la fille au marteau droit dans le dos pendant qu'elle est distraite. Mais le chevalier psychopathe réussit à esquiver, la puissance de la flèche creusant une énorme entaille dans le sol. Il pare l'énergie résiduelle avec son épée, furieux que sa petite session de torture ait été interrompue. Soudain, il réalise que son épée a disparu. Regardant sa main vide en état de choc total, il s'avère que le petit voleur a utilisé la fumée comme distraction pour réussir un vol rapide. Quelle légende! Sans une seconde d'hésitation, il lance la lame volée directement à son nouvel Aniki. Jester l'attrape parfaitement, prêt à mettre fin à ce petit voyage de puissance de ce psychopathe pour de bon. Une nouvelle compétence s'active, esprit enjoué, et l'épée volée commence à briller d'une lumière bleue étrange. Cette lame se transforme complètement, révélant sa vraie forme en tant que légendaire tueur de mal. Il s'émerveille devant l'arme, réalisant que c'est ainsi qu'elle a toujours été destinée à être utilisée pour la justice. Pour la première fois, le chevalier a vraiment l'air effrayé, faisant un pas hésitant en arrière face à Jester. Sa façade suffisante a complètement disparu. Il dit maintenant désespérément à Jester de ne pas s'approcher. Et Jester ne perd pas une seconde, se ruant en avant et le traversant proprement avec sa propre épée. Les yeux de Jester brûlent d'une fureur froide alors qu'il déclare que les actions du chevalier sont totalement impardonnables. Ce chevalier psychopathe est épinglé au sol, l'épée brillante l'empalant toujours. Avec les deux méchants hors course, la nouvelle équipe s'en va, les laissant à leur sort. Plus tard, dans une grotte de glace massive, tous les candidats restants se rassemblent pour l'étape finale de l'examen. Il s'avère que notre nouvelle escouade improbable s'est en fait associée pour éliminer ensemble un énorme boss griffon. Un officiel en costume cravate annonce que l'examen est terminé avec 10 noms atteignant la sélection son finale. Et regardez ça, toute l'équipe improbable célèbre, les 4 ont réussi. Son partenaire lui attrape le bras absolument extatique, tandis que Jester reste cool, bien sûr. Son excitation s'estompe rapidement cependant, remplacée par une expression beaucoup plus pensive. Mais elle se secoue, lui offrant un high five, qu'il lui rend joyeusement. Quelque temps plus tard, elle se tient dans un bureau massif et stérile devant un type important à un bureau. Ce costume aux cheveux bleus est impressionné, pensant que Jester est bien plus capable qu'il ne le pensait, et parfait pour les plans de sa guilde. Il lui offre ensuite un objet mystérieux, lui disant de l'utiliser sur le nouveau continent quand elle verra une ouverture. Et c'est une poupée borgne super effrayante qui peut contrôler l'esprit de quiconque la fixe pendant 10 secondes. La partenaire de Jester est horrifiée, la reconnaissant immédiatement comme un appareil de contrôle mental. Son patron aux cheveux bleus fait pression sur elle, affirmant que c'est tout pour le bien de leur idéal vertueux. Ouais, bien sûr. Se raidissant, elle serre le poing et accepte, bien qu'elle n'aime clairement pas ça du tout.